Bonjour à tous, bonjour à toutes, bon matin, belle journée. Nous sommes au 3e jour et c'est à chaque fois c'est extraordinaire ce qu'on peut entendre, donc j'espère que je vous apporterai un petit quelque chose. Et en tout cas, moi je suis en joie et je remercie vraiment Nicolas, Raphaëla et toute l'équipe pour permettre cette rencontre dans ce magnifique lieu. J'ai vraiment beaucoup de gratitude d'être accueillis, que nous soyons accueillis dans ce lieu magnifique. Vraiment, il y a de la beauté, il y a de la nature, ça permet des liens complètement différents et vraiment je suis très très touchée par ça. Pour moi, la beauté c'est spirituel et nous sommes au milieu de cette beauté, nous sommes la beauté. Waouh, c'est magnifique, ça fait déjà monter les vibrations. Donc, vous allez bien ? Ouais. Vous êtes bien assis ? Oui. Le moral est haut, les vibrations sont hautes ? Ok, c'est génial. Donc, vous allez maintenant bien assis, vous allez pouvoir vous lever et faire demi-tour parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce que je vais vous montrer, mais très court, 10 minutes, à quoi peut amener le pranisme. En tout cas, c'est mon histoire. Je pourrais parler juste de ce qui m'arrive à moi, de ce que j'ai conscientisé. Et demain, ça sera peut-être autre chose. En tout cas, là où j'en suis aujourd'hui. Mais vous allez pouvoir voir 10 minutes de là où m'a amené le pranisme à mon premier processus. Et voilà. Donc maintenant, vous pouvez faire demi-tour. Je vous attends de ce côté-là. Merci. Donc c'était juste un petit clin d'œil avec ce petit film de 10 minutes pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça m'a amené pendant mon premier processus où ça m'a dit « Nelly, va sur les routes intérieurement ». J'ai dit « Sûrement pas, je ne suis pas une bohémienne, non ». 6 mois après, j'étais sur les routes, quand même, pour 6 mois, mais ça a duré 5 ans. 5 ans où j'ai expérimenté vraiment beaucoup de choses et justement sortir de mes choses sûres. Aller transformer mes peurs d'être seule, de manquer d'argent, de repères, de me tromper, de me faire agresser, vous savez tout ce que ce mental raconte. Et ben c'est la même chose pour le processus pranique. C'est la même chose pour tous nos apprentissages. Bon, on y reviendra. Ce que je voulais vous dire là déjà, voilà, revenons déjà à l'intérieur de nous-mêmes et je vous propose de fermer quelques secondes les yeux. Et je sais que vous avez fait une très belle méditation tout à l'heure grâce à Amandine. Là, ça va être très très court, juste pour revenir dans son cœur, reviens dans ton cœur. Respire tranquillement, profondément. Et à partir de ton cœur, à l'inspiration, je te propose de te connecter à la source, cette source d'où tu viens, cette source en toi aussi. Elle est à la fois à l'extérieur, dans cet univers magnifique d'où tu viens, mais aussi à l'intérieur de toi. Donc tu inspires cette source. Pendant cette inspiration, tu vas laisser diffuser cette lumière de la source à l'intérieur de toi. Et puis tu vas expirer tout ce qui n'est plus nécessaire dans ton corps. De nouveau, tu vas inspirer cette lumière. Tu la ramènes dans ton cœur, tu laisses diffuser dans tout ton corps, en apnée. Et tu expires et tu fais cela 2 ou 3 fois, tranquillement, profondément, lentement, pour garder pendant tout ce temps cette connexion à la source, à ta source, d'où tu viens. Ici, sur cette terre, tu peux ramener cela ici en conscience. Inspire cette lumière de la source. En apnée, tu la fais diffuser à partir de ton cœur, dans tout ton corps, chacune de tes cellules. Ça peut même sortir de ton corps et rejoindre les autres personnes qui font de même.
Et tu expires tout ce dont tu n'as plus besoin. Les peurs, les doutes, les croyances anciennes et tout ce qui t'empêche d'avancer vers plus d'amour, de lumière et de joie. Voilà, fais cela une ou deux fois encore seul, à ton rythme. Merci à toi de nous permettre de nous harmoniser et d'harmoniser aussi cette humanité. Parce que moi, ce qui me donne envie de rester sur cette terre, c'est justement ce que nous faisons ici ensemble, c'est-à-dire nous harmoniser individuellement, aller vers le meilleur de nous-mêmes, monter nos vibrations et le laisser diffuser autour parce que ça participe aussi à cette évolution de notre humanité. Sinon, moi, je repars d'où je viens. Je n'ai rien à faire ici d'autre. Voilà, donc ce petit film, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une inspiration que j'ai eue, enfin pas le film, mais la vie en van life, au gré du vent, au gré du van, que j'ai eue pendant mon premier processus pranique. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez entendu depuis 2 jours, le pranisme, c'est avant tout un éveil de conscience. C'est d'abord notre éveil de conscience qui nous amène au pranisme, et le pranisme permet encore plus d'éveiller cette conscience-là. Donc, c'était pas étonnant que ça vienne me chercher à cet endroit-là, moi qui avais eu beaucoup de limitations dans ma vie. Comme je le disais dans le film, la petite Nelly, et même la grande et la moyenne et la grande, étaient vraiment dans des limitations liées à mon éducation. 3 générations de militaires derrière moi, vous voyez un peu, ça crée des choses quand même. Hein. Et moi, déjà dès 2 ans, alors quelqu'un m'a dit hier, mais tu nous as pas parlé les autres années de ton histoire. Donc si, bien sûr, j'ai repensé après, si, mais c'était les premières interviews qui étaient à distance avec Kokore, à partir de Kokore en Italie. Mais donc, du coup, je vais revenir un peu. Bien sûr que si, dès 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, j'étais en Allemagne et à Berlin. J'habitais Berlin, mon père était militaire. Et la petite fille que j'étais, je me souviens de regarder autour de moi et de me dire « mais je suis où ? Je suis où ?» J'étais profondément désespérée parce que je cherchais la beauté, je cherchais l'amour que je ne trouvais pas. Voilà, mon père jouait au petit soldat et c'était ok pour lui. Ma mère était dépressive, elle avait suivi son mari, 2 enfants rapprochés. J'habitais des immeubles de militaires. Ça n'avait pas de sens pour moi d'être là. Et j'avais déjà conscience de ça. Et plus tard, j'ai beaucoup lu, j'ai cherché du sens à cette vie, mais j'en trouvais pas. Et à l'adolescence, justement, j'avais cette soif d'absolu. Et je ne mangeais plus, je ne m'alimentais plus, comme on nous demande de nous alimenter. Et on appelait ça de l'anorexie mentale. Je vois maintenant avec du recul que c'était cette soif d'absolu. Je me disais, mais il y a autre chose, cette lourdeur, cette matière. Donc bien sûr, comme c'était pas géré, j'étais pas accompagnée, j'ai fait des mouvements, anorexie, boulimie, etc. Mais j'ai conscience que c'était déjà cette recherche d'un ailleurs qui fonctionne autrement qu'ici, ou un ici qui fonctionnerait autrement. En tout cas, j'étais déchirée. Et après avoir eu difficilement des enfants, parce que j'avais des problèmes de stérilité, mais la preuve c'est que j'ai eu 2 enfants naturellement après, donc c'était pas tout à fait ça, c'était
plutôt une désharmonisation. Eh bien, j'ai commencé mon premier travail personnel où je suis allée une fois par mois pendant 9 mois, le temps d'une grossesse, chez une psychanalyste qui travaillait justement sur ces problèmes d'infertilité. Et je me suis rendu compte que je pleurais à 95% de la séance. Je pleurais. Et à un moment donné, elle me demande, mais vous pleurez sur quoi? Et je prends conscience que je pleure sur les souffrances de ma mère. Et ça m'a fait un choc. Et quand on parle de nos souffrances émotionnelles, de nos ascenseurs émotionnels, comme on a parlé beaucoup hier, moi j'appelle ça aussi nos blessures émotionnelles d'incarnation, parce que nous arrivons tous sur Terre. Je parle, moi, c'était la chute, c'est le choc. Est-ce que vous avez conscience que vous êtes des êtres divins, venus d'autres dimensions, avec des vibrations immenses, on va dire, et que l'arrivée ici, c'est BAM, 3e dimension, on s'écrase, BAM. Et bien, il y en a qui restent écrasés comme ça, pendant toute la vie. Et petit à petit, il y en a qui se raccrochent aux branches. Moi, j'ai essayé de tirer un peu un fil, là, mais par moments, j'étais effondrée. Parce que j'ai cru que je ne m'en remettrais jamais. Mais gratitude, vraiment merci pour toutes les personnes, pour toutes les situations qui sont présentées à moi, pour arriver à, justement, me dire « Ah ouais, il y a autre chose ». Mais cette autre chose, il est venu. Comment? On en a beaucoup parlé hier et avant-hier. Hein, par des chocs, par des événements. Et pour moi, ça a été déjà cette stérilité qui m'a fait aller consulter et commencer à comprendre qui j'étais, d'où je venais. Enfin, non pas d'où je venais là, mais que mes blessures ne m'appartenaient pas. Et ça a été le cancer du foie, de la foi, du manque de foi, du manque de confiance en soi, de la colère rentrée. Pourquoi la colère? Parce que je trouvais que le monde était injuste, qu'il y avait beaucoup de violence dans ce monde, y compris dans ma famille, où j'étais le vilain petit canard qui posait des questions, qui dérangeait. Je m'intéressais à l'infiniment petit, à l'infiniment grand, mais tu nous agaces avec tes questions, et puis la psychogénéalogie, mais arrête avec tes trucs, tu nous déranges. Et moi j'étais là, toute hypersensible que j'étais, voilà, écartelée. Et donc le cancer du foie, de la foi est arrivé. Et là, je vous passe les détails parce que je vais arriver quand même au pranisme. Mais hier, on m'a dit, parle quand même de l'histoire, de ton histoire. Donc c'est arrivé et là, j'ai posé des questions. Et est-ce que vous posez des questions? Ça ne veut pas dire vous posez des questions, non. Sinon, ça va être encore le mental et blablabla, le petit vélo là qui va mouliner. Non, posez des questions à la vie. Qu'est-ce que j'ai à apprendre ici? Pourquoi? Pourquoi je suis malade à 37 ans? J'ai 2 enfants de 5 ans, et 4 ans et 5 ans, et j'ai un cancer du foie, je vais mourir peut-être. Quand on a un cancer, on sait qu'on va mourir. C'est ce qu'on nous dit dans cette réalité. Donc j'ai un peu acheté le cadeau empoisonné, mais pas longtemps, heureusement. Et posons des questions, parce que quand on pose des questions, je veux comprendre. Qu'est-ce que je peux comprendre là dans cette situation? En l'occurrence, c'était ça. Mais tout vient. Qu'est-ce que j'ai à apprendre dans cette réalité? Qu'est-ce qui pourrait me faire du bien? Qu'est-ce que je pourrais apprendre que j'ai encore jamais appris, compris? Quel est mon chemin aujourd'hui? Et là, tout vient. J'imagine que certains d'entre vous ont déjà appris à poser des questions. Mais on ne nous apprend pas à poser des questions. Tout est là. Cette bibliothèque vivante, elle est là, elle nous répond. Waouh, ça vient se télécharger dans le cœur, se télécharger dans la conscience. Pour moi, nous sommes dans un chemin de conscience. Si vous êtes là, c'est que c'est un chemin de conscience que vous êtes en train de faire, tous. C'est pas un chemin diététique pour se nourrir autrement. Je sais que j'ai eu une discussion avec une personne ici qui vient pour raison diététique. Eh bien super, c'est un premier pas. Mais c'est pour moi un chemin de conscience. Si on s'en reste au diététique, il manque une petite étape, même 2, 3. Mais ça se fait petit à petit. Moi aussi, je suis passée par un moment par aller chercher de l'alimentation différente. Mais voilà, à un moment donné, ça pète les murs le plafond là. Comme on dit, le plafond de verre là. Ping. Ah ouais, pétard, il y a autre chose que ce plafond de verre.
Ben oui, il y a autre chose. Donc, c'est ça. Vous êtes des êtres d'amour et de lumière venus d'une source d'amour et de lumière. Vous en êtes conscient, hein, de ça? Ouais, c'est bon. On est au bon endroit. Mais ça suffit pas de savoir ça, parce que quand on le sait, n'empêche que, voilà, il y a des ajustements à faire quand même. Parce que, comme je disais tout à l'heure, nous arrivons sur cette terre de 3e dimension. Les blessures émotionnelles d'incarnation, ben, elles sont là. Et moi, je les ai quand même bien vécues. Comme je vous disais tout à l'heure, là où je suis arrivée, c'était bien chaud. Donc là, c'est quoi? Je ne vais pas détailler longtemps, mais vous pourrez regarder, je vais le laisser là, ou je le mettrai ailleurs. Ben, c'est les blessures d'abandon, de trahison, de persécution, d'humiliation, de rejet, etc. Et si on ne conscientise pas ça, ben on est noyé dans nos émotions, parce qu'il y a une émotion pour chacune des blessures. Donc nos émotions de tristesse, de colère, d'injustice, nos émotions de... Le rejet, c'est l'état de choc, il n'y a pas d'émotion, ça c'était moi. Donc c'est... Ah, le poisson rouge. Bloqué dans un corps, sans bouger. Et je ne sais même pas que j'ai des émotions, mais c'est l'état de choc. Certains se reconnaîtront. C'est terrible ça. Et rien dans cette blessure-là, rien que d'imaginer qu'on allait m'adresser la parole, j'étais tétanisée. Non mais j'ai fait un bout de chemin pour que je sois devant vous. Hein. Tétanisée, rouge des pieds à la tête et ça tremblait à l'intérieur. Parce que ma blessure de rejet était telle que j'étais un bloc de souffrance. Voilà, la blessure d'abandon avec la tristesse, ça se touche là, ici au niveau, ça se tient ici au niveau du cœur. Ben là, c'est terrible parce que tout ce qui va se passer dans la vie va ramener à ça et va agrandir cette tristesse, agrandir ce sentiment de rejet. La trahison, par exemple, ben au départ, c'est une situation qui va amener de la colère. Et on va se transformer à chaque fois, en passant au-dessus par cette petite échelle grise, on va se transformer en jeu de pouvoir. Eh ben oui, en sauveur, en bourreau, en victime et en indifférent. Je ne vais pas tout détailler, encore une fois, hein. Vous irez regarder le schéma, mais pour chacune, là ici, l'abandon va se transformer en victime, l'indifférent qui est le bleu, là ici, va se transformer en indifférent, etc., etc. Parce que j'aurais favorisé les questions, il pourrait y avoir des questions. Mais on peut rester là pendant toute notre vie et mourir à 90 ans avec ça. Donc oui, le processus pranique, pour moi, c'est un processus d'évolution. Donc oui, avant de rentrer comme on rentre dans les ormes, non, pas du tout, mais quand même de rentrer dans ces processus-là, j'avais déjà guéri un certain nombre de mes blessures. J'étais devenue déjà un être qui avait déjà travaillé sur tout ça. Donc j'étais déjà allée à ce 3e étage là, où je savais m'occuper de moi-même, m'exprimer, puisque ma blessure était là. Je savais m'exprimer au jeu et prendre un juste recul. Je savais voir ma vulnérabilité, l'exprimer et demander de l'aide. Et là-bas, me déterminer et poser mes limites. Déjà, voilà, pouvoir être témoin centré des événements, mais pas touché toujours en flèche par les événements, comme on le voit ici en bas. La victime va trouver son bourreau, le bourreau va trouver sa victime, la victime va trouver son sauveur, et boum, 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 boum. Et le processus pranique, oui, c'est ça. Ça va réouvrir ces blessures-là. Et je le redis parce que Nicolas, les 2 Nicolas en ont parlé, d'autres aussi, c'est hyper important de se faire accompagner. Parce que tout ça, ça va remonter. Ça va remonter et ça va exploser à la figure. Et comment elle s'appelle, Jasmine le dit d'ailleurs dans son livre, quand j'avais lu son livre il y a 15-20 ans, là, j'avais lu son livre comme... c'était la première fois que j'avais entendu parler de ça. Comme si c'était une extraterrestre qui parlait, évidemment. Ben, c'était une extraterrestre d'ailleurs, c'est vrai. Et à la fin de son livre, elle dit... elle ne parlait pas de processus, elle, hein, mais pour être pranique, il est important d'avoir un corps physique en bon état,
d'être bien au niveau émotionnel, au niveau mental, d'avoir déjà expérimenté qu'on peut créer des choses mentalement, et au niveau spirituel, d'avoir déjà ressenti, senti, créé des connexions, on va dire, spirituelles, avec ces dimensions du dessus qui nous accompagnent, de toute façon, qu'on le veuille ou non, c'est là. Mais qui interviennent que lorsque nous avons cette humilité de dire mais j'ai besoin d'aide, je ne peux pas y arriver tout seul, toute seule. Oui, c'est de l'humilité. Parce qu'encore récemment, une personne que j'accompagne, justement, ne voulait pas demander de l'aide, ne voulait pas dire ce qui se passait pour elle. Parce que c'est ça, c'est ce manque d'humilité. Et quand on manque d'humilité, la vie va nous amener des événements où on va être obligé de demander de l'aide. Comme moi, un cancer du foie, je n'ai pas pu me débrouiller toute seule. Hein. J'ai été obligée de demander de l'aide. Voilà, donc Jasmine dit effectivement de ne pas aller dans ce processus sans cet équilibre-là. D'ailleurs, elle ne conseillait pas de rentrer dans ce processus-là. Mais bon, l'évolution a fait que cette humanité a quand même bougé et que nous sommes quand même de plus en plus nombreux à faire ce chemin de pranisme et de se nourrir autrement que de nourriture solide. Et je me posais la question il y a 2 jours en préparant ça. Je me dis cette intervention, et je me dis mais déjà dès la naissance, qu'est-ce qui se passe? On sort le bébé du ventre de la maman. Qu'est-ce qu'on fait? On le met au sein et on lui dit bois, mange. Certes, c'est du liquide, on est d'accord. Mais ça passe déjà par là. Est-ce que, mais je pose une question, hein, moi j'ai pas la réponse. Hein. Est-ce que il n'y aurait pas d'autre moyen pour nourrir cet enfant que cette matière? Peut-être que s'il y avait vraiment un élan d'amour, avec une naissance vraiment sans violence, parce que c'est quand même, en général, à part quelques exceptions, un moment qui n'est pas simple, ni pour l'enfant, ni pour la mère. Sauf les mères qui ont déjà des cheminements et qui se permettent justement d'accoucher autrement. Mais qui est plus d'amour, qui est une connexion de cœur à cœur, d'esprit à l'esprit, de rassurer cet enfant d'où il vient et de le rassurer, qu'il arrive ailleurs et lui raconter un peu. Mais là, il arrive, boum, et on le met au sein. Et après, quand il pleure, on lui donne un bonbon, on lui donne un gâteau. Et on est programmé pour, dès qu'on a une émotion, emotion. Donc l'émotion, c'est de l'émotion en mouvement. Et qu'est-ce qu'on fait? On mange. Voilà, on a une émotion, on mange. On mange nos émotions, on mange nos habitudes. Parce qu'il est 8h, il est midi, il est 19h. Parce que c'est un anniversaire, parce que c'est une fête, on mange, on boit. On ne sait même plus. Ceux qui sont en processus le savent. Quand on met de la conscience sur nos actions de manger, on se rend bien compte que très souvent, c'est pas la faim qui est là. Moi, je me rends compte que c'était ces habitudes, ces habits rudes, ces émotions. Et ça apaise. Mais ça apaise quoi? Un tout petit temps. Ça n'a rien à voir avec le travail intérieur qu'on peut faire, où on va aller débusquer nos situations d'enfant, où notre petit enfant intérieur, il continue à crier, à hurler dans la cave, et personne l'entend, c'est horrible. Je suis triste, je suis en colère parce que j'étais trahie, je me suis sentie abandonnée, rejetée. Tais-toi et mange. Finis ton assiette. Sinon tu vas être malade, tu vas mourir. Ça reste, ça. Cet oubli de qui nous sommes
d'où nous venons et ce que nous venons faire sur Terre, c'est terrible. Parce qu'on a jusqu'à oublier que nous pouvions nous nourrir autrement. Et quand je me suis rendu compte que je pouvais me nourrir autrement, c'est-à-dire de cet amour de la nature, de cette beauté, de cette paix, ça demande de choisir des lieux, des personnes avec qui on va pouvoir vivre ça. De la musique, merci Amandine hier. Je remercie par avance notre ami pour ce soir, Claude. Parce que ça, c'est aussi une musique du cœur, une musique de l'esprit. C'est une nourriture. Un certain nombre de personnes connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, mais vous allez voir quand vous allez être nourris. On peut vraiment se nourrir autrement. Et de me nourrir de cette nature, mon premier processus de nourriture pranique, je l'ai fait à côté de Sisteron, à Noyer-sur-Javron. Tiens, ça me revient. Dans la nature, avec ma petite tante Quechua, d'ailleurs ceux qui connaissent ma chaîne YouTube Nelly Kill, j'ai fait 9 vidéos et je suis dans ma petite tente Quechua et dans la nature et j'explique un peu ce qui se passe dans mon corps, etc. Mes petits lavements, je les fais dans la nature, tout. C'était rigolo. Et j'ai senti que c'était complètement différent du jeûne. Le jeûne, au bout de 3 jours, j'étais raplapla. Là, j'étais portée par autre chose, une autre dimension. Dès le départ. Et je crois que je le dis à ma première vidéo ou la deuxième, j'en sais rien. Parce que c'est une autre dimension. On rentre dans autre chose. C'est une nourriture. C'est pas se priver de nourriture. Pour moi, le jeûne, parce que j'ai pratiqué le jeûne une dizaine, quinzaine d'années avant d'expérimenter le prana, j'ai déjà trouvé ça extraordinaire. Et quand je trouve quelque chose d'extraordinaire, comme j'étais déjà psychothérapeute holistique, j'ai organisé des sessions, des semaines de jeûne, nature et conscience. Déjà, le mot conscience, il était là. Mais là, pour moi, le jeûne pur, on se prive de nourriture pour mettre notre corps en stand-by. Il faut savoir que quand on mange, 70% de ce qu'on mange sert à la digestion, quand même. Pas rien. 70% de ce qu'on mange sert à la digestion. Et ça demande 6 litres de sucre que notre corps doit créer pour digérer ça. Vous voyez un peu le job que ça lui demande. Donc, on se prive de nourriture, ça repose la machine. Sauf que si on continue, on meurt. Parce qu'on n'a pas appris qu'on pouvait se nourrir autrement. Alors que, en processus pranique, on apprend. J'apprends, quand j'accompagne, à se nourrir autrement. Et ça fait toute la différence. Parce qu'on ne se sent pas vide. Je ne me sens pas vide. Je me sens pleine de cette autre nourriture vibratoire. D'ailleurs, ça me fait vibrer là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Nous sommes des êtres vibratoires avant tout. Nous ne sommes pas des êtres que de chair et d'os. Et on nous a fait croire ça. Et on a acheté le mensonge. Comme un paquet là. Et hop, boum. Vas-y. Mais non. Et ça demande quoi? De la conscience. Et un jour, il y a un événement. Et là, consciemment ou inconsciemment, on pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il n'y a pas autre chose là. Et je disais hier à table, et je vous le redis là, pour ceux qui n'étaient pas là, je pense et je suis consciente que, si vous êtes là, pour la plupart, à 98%, vous avez déjà traversé le mur de la mort. C'est-à-dire que vous êtes déjà allé jusqu'au mur où vous vous êtes dit, soit j'ai envie de mourir, soit je sens que je vais mourir là, j'en peux plus, ou il y a eu un événement, ou un accident, ou une séparation, ou des agressions, ou une maladie, ou bref. Et la mort, là, vous l'avez senti. Si vous êtes là, vous avez déjà touché, traversé le mur de la mort. Alléluia! Parce que c'est à partir de là qu'on peut dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je reste là ou je m'en vais?
Moi, je me suis posé la question plusieurs fois. Mais maintenant, je sais pourquoi je suis là. Mais à l'époque, je me disais, mais je fais quoi ça? Je fais quoi ici, quoi? Quel sens ça a d'être ici? Manger, dormir, bosser, les conflits familiaux, sociétaux, planétaires? Mais ça n'a pas de sens, quoi. Je vois des têtes qui se hochent. Bah ouais, ça n'a pas de sens, on le sait, hein. On a besoin d'une aspiration qui nous pousse en avant, qui nous donne envie de se lever le matin. Et le cancer, moi, avec cette guérison spontanée, mais c'est pas spontané, c'est parce qu'il y a eu toute cette remise en question et cette formation que j'ai faite à l'époque en psycho-neuro-immunologie qui m'a fait prendre conscience que oui, le corps, le cœur, donc l'émotionnel, l'esprit et notre mental, tout ça, c'était en lien. Et tout ça, il fallait l'habiter, mettre du sens, l'épurer, le nettoyer. On ne nettoie pas que son corps, il n'y a pas que ses dents à brosser le matin. Il n'y a pas que ses aisselles à nettoyer. Non. Et ton émotionnel. Des gens me disent « Ah oui, j'ai fait un travail sur moi il y a quelques années. » Ah oui, d'accord. Ou parfois, il y a une personne qui m'a dit « Oh, j'ai fait une séance avec vous là, ça y est, tout va bien. » En général, je dis rien. Parce que la personne est tellement contente, tout va bien, mais je sais que c'est comme se brosser les dents si on fait ça qu'une fois, ou notre maison. Si on la nettoie qu'une fois, ben la poussière revient. Et ben c'est pareil pour notre nettoyage mental, spirituel et émotionnel. Ça demande un job quotidien. Et ça se fait pas tout seul. C'est notre ego qui dit « Oh, ah ouais, moi je fais mon travail toute seule. » Ben non. Parce qu'on a des angles morts. On a des angles morts. On croit que... Mais non. C'est comme les œillères du cheval. Ah ouais, je suis sur la bonne voie là. Ah ouais, je sens que je suis sur la bonne voie. Ouais. Puis je mange plus là et ça va. Ouais, ça va très bien. Très bien. Mais non. Donc ce travail sur soi, pour moi, il est essentiel. Et j'accompagne depuis 25 ans et je me fais toujours accompagner. Parce que moi aussi j'ai mes angles morts. Liés à mon histoire, liés à... etc. Et nous avons tous des capteurs praniques. À la naissance, nous avons des capteurs praniques. Sauf que, comme je disais tout à l'heure, comme on nous nourrit, le bébé il oublie qu'il peut se nourrir autrement. Mais la première fois que j'ai rencontré une personne pranique, moi, qui m'a accompagnée à ce moment-là, eh bien j'ai plus faim pendant 24 heures ou plus. Parce que mes capteurs praniques se sont mis en connexion avec les siens. Et naturellement, je n'ai plus envie. C'est pour ça qu'ici, ceux qui ne sont pas en processus peuvent aussi ressentir cette absence d'envie de nourriture solide. Parce que c'est intéressant qu'on se rencontre là comme ça. Parce que ça s'active ensemble. Et pour moi, le processus pranique, c'est un niveau... Mais je dis pour moi, je peux me tromper, et c'est mon expérience juste. C'est un niveau supérieur par rapport à d'autres choses que j'ai pu faire par rapport à mon chemin. Je dirais, quand j'ai commencé à guérir mes blessures émotionnelles, voilà, ça m'a permis de monter un peu de niveau, là, de conscience, on va dire. Après, j'ai explorer la sexualité sacrée. Et là, j'ai dit, ah ouais, là, quand on a bossé sur soi, sur notre émotionnel, notre mental, etc., et qu'on a installé un peu cette approche spirituelle, ce sens spirituel, ah ouais, c'est top. Et quand j'ai travaillé vraiment avec une personne de conscience aussi, c'était Margot Anand, à l'époque, qui a amené, elle, le tantra en France et qui a beaucoup expérimenté. Et je me suis dit, ah oui, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Travailler sur la sexualité sacrée, la sexualité consciente, c'est la cerise sur le gâteau. Et d'ailleurs, je pense à Margot Anand qui disait que pendant des dizaines d'années, elle a cherché vraiment l'orgasme sexuel. Et là, quand elle nous enseignait, elle avait peut-être 65, 70 ans,
Et elle nous a dit, là maintenant avec le recul, je me rends compte que la méditation m'amène la même chose. Intéressant. Intéressant. Donc, c'est vrai que ça peut évoluer, vraiment beaucoup. Et voilà, donc je me suis dit, la sexualité consciente, sacrée, c'est-à-dire cette sexualité qui relie notre sexe au cœur et à la conscience. C'est pour ça qu'on parle du 7e ciel, parce que ça permet vraiment d'ouvrir encore plus la conscience. Je me suis dit, c'est la cerise sur le gâteau. Mais après, le pranisme, je me suis dit, mais c'est le kilo de cerise sur le gâteau. Et pranique, hein, on ne le mange pas celui-là. Pranique, kilo de cerise, pranique. Parce que oui, ça nous reconnecte, ça m'a reconnecté vraiment directement à la conscience, mais tout en ayant encore les pieds sur terre. Parce qu'attention, j'en ai rencontré, j'espère que je ne fais pas partie de ceux-là, je ne pense pas, et que ramenez-moi, hein, tire-moi par la ficelle si je me barre. Mais j'ai rencontré plusieurs personnes qui se sont barrées, qui sont devenues, qui se sont crues au-dessus parce que praniques, parce que devenues gourous. Je ne citerai pas de nom, hein, ils ne sont pas ici dans la salle, donc ça va. Mais voilà, donc attention aussi à toujours conserver nos pieds sur terre. Et comment je conserve mes pieds sur terre? Moi, c'est vraiment en étant dans la nature, en faisant... comme on va faire demain, les 5 Tibétains, par exemple. J'ai repris les 5 Tibétains il n'y a pas très longtemps. Je vous expliquerai demain, pour ceux qui seront là. En étant en connexion avec moi-même, la méditation, ces temps de solitude, comme je dis dans ce mini-film, et en étant en connexion aussi avec l'autre, au service de soi et de cette humanité-là. Et quelle heure il est déjà? J'arrive à la fin. J'aurais peut-être d'autres choses à dire après, mais vaut mieux que vous me posiez des questions. J'ai déjà assez parlé. Est-ce qu'il y a des questions qui peuvent venir par rapport au film? Ce petit film qui m'a été fait par une réalisatrice à un moment donné, qui m'a appelée, qui m'a dit « Je voudrais venir vous suivre pendant 5 jours. Et où vous serez, je vous retrouverai. » Elle était à Paris, elle est venue me rejoindre au bord du lac d'Annecy et l'autre à côté. Et voilà, elle m'a suivi, elle me dit « Continuez votre vie et je vous suis. » Donc voilà, c'était ça. Elle a fait son film, en fait. Au gré du vent, au gré du van. Et quand je suis partie, je me suis dit, je vais écouter le vent. C'est pas mon mental qui va m'emmener. J'écoute. Écoutez. Et ça, pour moi, ça fait partie du cheminement pranique. Ah oui, c'est ça aussi, je veux quand même le dire. Dans mes processus, j'accompagne aussi les personnes à poser des questions à leur corps, à leur conscience. Mon corps, de quoi as-tu besoin? Parce que pour moi, c'est pas un processus mental où je vais gérer les choses de manière rationnelle. Mais de quoi as-tu besoin, mon corps? Est-ce que tu as besoin de ça? De prendre ça? De prendre ça? De ce liquide ou pas de liquide? Et il y a il y a 2 moments du processus. Nirala Samyama. Ah oui, je vous dis ça même. Nirala Samyama, ce processus, c'est un processus qui a été remis au goût du jour par Swamiji Nityananda, qui est un sage en Inde, qui a retrouvé des textes védiques de 4000 ans, et où il parlait justement de ce processus pranique et de l'utilisation de liquide, non pas pour se nourrir, non pas pour nourrir le corps, pas du tout, mais parce que ça permettait d'enlever le feu de l'estomac. Donc c'est un palliatif. Comme on a des soins palliatifs avant la mort, là on a des soins palliatifs avant d'être complètement pranique. Mais peut-être que ça ne sera pas dans cette vie, ce sera peut-être dans d'autres vies. Et moi, ce que j'ai reçu comme message à un moment donné où ça m'a demandé de reprendre l'alimentation, mon petit ego n'était pas content parce qu'il dit « Oh je suis bien quand même, et puis Mais il m'a dit « Mais reprends la nourriture solide. » Et j'ai posé la question « Mais pourquoi ?» Parce que c'est pas le moment. Tu l'as expérimenté pour l'enseigner. Et moi, quand j'ai des choses qui me conviennent, que je découvre la lune, j'ai envie de l'offrir à d'autres. Le processus pranique, ça a été ça aussi.
Mais c'est pas forcément pour rester dans cet état. Ce que ça m'a dit aussi comme info, c'est que on n'est pas encore prêt énergétiquement, vibratoirement sur cette planète à ce que l'on soit tous praniques. On est en chemin de conscience. Voilà, j'arrête de parler. Vos petites questions, les amis, seront les bienvenus. Je m'étais dit, je parlerai moins et je laisserai plus de questions. Pétard. Toujours des choses à dire. Oui, moi je veux bien te poser une question, Lily. Tu veux bien nous raconter, s'il te plaît, comment ça s'est passé pour toi, l'entrée dans le monde du prana, et puis ce que tu as vécu, comment ça s'est passé, ton expérience par la suite? Comment je suis rentrée, ou pourquoi, ou enfin, ce qui est venu... Oui, bien sûr, ouais, tout ça. En fait, comme je disais, il y a eu d'abord le livre de Jasmine, et là je me suis dit, mais moi c'est pas du tout pour moi ce truc-là. C'est pas possible. C'était une expérience qui était en dehors de mon champ de conscience. Déjà quand on m'a parlé de jeûne, pareil, c'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre, c'était en dehors de mon champ de conscience. Et quand la conscience, elle veut envoyer des infos, elle revient. Hein. Et donc c'est revenu par le livre de Jasmine. Et puis c'est revenu à un moment donné par un message sur Messenger. J'organise des sessions praniques. Et là, je me suis mise à pleurer. Et j'ai senti que mon cœur sortait de moi, là. Et j'ai dit, mais je veux faire ça, quoi. Et c'est là où je dis, c'est extrêmement vigilant être vigilante de se dire, mais d'où vient mon besoin de faire ce processus? Est-ce que c'est ma tête pour être hyper performant? Ou est-ce que c'est vraiment un appel de mon âme? Et là, moi, j'ai senti que c'était l'appel de mon âme, et que c'était juste, et que j'aurais fait ça dès le lendemain, quoi. C'était tellement... voilà, comme ça, en avant. J'y vais. Et comme je vous disais tout à l'heure, dès que j'ai commencé, c'était une évidence. Une évidence. Et je me souviens, puisque j'étais sous tente pendant 21 jours, sauf quelques jours avant. Je ne sais plus combien. Et donc elle nous avait dit de prévoir des litres de liquide. Donc j'avais quelques litres de jus et de lait végétaux, et puis de l'eau. Et je me souviens, j'ai pris dans ces 21 jours 3 litres de jus ou de liquide autre que de l'eau. Certes, j'ai eu des moments de fatigue, mais globalement, c'était une ouverture de conscience. Et à l'époque, j'allais brancher mon téléphone et mon ordinateur à Sisteron dans une brasserie-bar autour de midi. Le temps que j'y arrive, c'était 11h midi. Et je voyais les gens qui mangeaient, je voyais les plats qui arrivaient. Et c'était très étrange, parce que c'est comme si j'étais dans un autre espace. Et que je disais, ah ouais, c'est drôle, ils mangent. Mais j'avais pas de jugement, hein. C'était pas, je me prenais pas au-dessus, et eux, les pauvres qui mangent encore. Non, je sentais pas ça, mais je sentais que j'étais comme si j'étais sur pas une autre planète, comme s'il y avait une vitre là, et que je voyais un autre monde qui mangeait, et j'avais traversé le marché, c'est pareil, je voyais tous les aliments, etc. Et j'étais bien à l'intérieur de moi, dans ma maison intérieure. Et je faisais du yoga, je respirais, je marchais, j'étais en connexion avec la nature, et j'étais remplie, quoi. Et ça a continué comme ça un certain temps, on va dire. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux savoir? Ça te dérangerait de rentrer un peu plus dans le détail? Avec qui tu étais accompagnée? Avec qui? Un certain temps, enfin, genre de choses, quoi. Avec qui j'étais accompagnée? Ouais, puis après, le processus Nirara Samyama, déjà, l'accompagnement, c'était avec Alice Bruyant, mais qui a disparu Voilà, puis bon, je préfère pas trop en parler maintenant. Ah bon? Ouais, c'est pour ça que je l'avais pas nommé. Mais ça a été super, à l'époque c'était super. Mais je peux pas en dire plus là maintenant, c'est pour ça que ça m'embête. Non mais t'inquiète pas, on peut en discuter après en privé. Merci. Et quoi d'autre tu voulais savoir? Combien de temps ça a duré après ton processus, et puis comment ça s'est passé, la réintégration quand t'es rentré chez toi, tout ça? Ah oui, le retour. Du coup ça se passait très bien, ça a duré
à peu près, presque 2 mois, comme ça. Et à la fin de ce process-là, je pars en formation au Costa Rica. Je prends l'avion, je l'aide bien, comme ça, je prends mes petits liquides et tout. Et je dis à l'hôtesse de l'air que je ne prendrai pas de repas. Ok. Mais que je prendrai des boissons, là. Et je pars de Bordeaux à Paris. À Paris, je change d'avion, je reprends un autre avion pour le Costa Rica. C'était très long, une journée et demie et tout. Et 1 heure avant d'atterrir, une envie de manger, mais fulgurante. Et là, je fais mon travail intérieur. Je vois que j'ai vu 2 films où j'ai pleuré. Un film sur l'adoption, un film, Les Petits Mouchoirs aussi. Et je plongeais à fond dans l'émotionnel. Donc je comprends ça, mais ça je l'ai compris après, pas dans l'instant. Et je me dis, tiens, je dois être en connexion avec les gens qui ont peur de l'atterrissage. Moi j'avais pas cette peur, mais je dis, tiens, c'est des peurs qui ne m'appartiennent pas. Je bosse là-dessus, je renvoie ce qui ne m'appartient pas et tout et tout. Et cette peur, et cette envie viscérale de manger, elle reste là. Mais un truc fort. Eh bien vous savez quoi? Je suis allée voir l'hôtesse de l'air et j'ai fait une reprise alimentaire après presque 2 mois avec la pizza de l'avion et du pain et du beurre. Et alors? Intérêt. Rien, il s'est rien passé de bizarre. Et j'aurais été en jeûne, je pense que là j'aurais été malade. Je pense. Parce que j'ai eu des témoignages d'autres personnes, ça m'est pas arrivé, mais qui ont repris avec un sandwich et qui ont été vraiment malades. Là, j'ai pas été malade, mais j'ai trouvé quand même le truc assez époustouflant, quoi. Et donc, après, voilà, j'ai fait des processus, plusieurs processus avec cette même personne. À chaque fois, il s'est passé des choses différentes. Et à un moment donné, c'est pareil, j'étais en stage, je donnais une formation, et j'ai une envie, mais pareil, fulgurante de manger. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, je vois les gens de ma généalogie, puisque j'ai une origine polonaise, et je les vois sur les routes de Pologne qui viennent en France, là. Et je me mets à pleurer, Pourquoi? Parce que j'étais en connexion avec leur souffrance de manque. Et le cancer du foie, c'est avant tout la peur du manque. Les 5 F. Faim, froid, fric, famille, famine. Famine, vous voyez, ça touche à l'alimentation. Le froid, le fric, le manque d'argent. Toutes ces peurs de manque, quoi, viscérales de l'humanité, mais voilà. Et là, je les vois, et je vois ces êtres malheureux. Et je me mets à pleurer, et je me sens avec eux, et je me dis, mais il faut que je fasse quelque chose, là, c'est en moi, et du coup, je leur envoie beaucoup d'amour, je les accompagne, et je dis, mais je peux leur dire que le prana existe, qu'ils peuvent se nourrir autrement, s'ils n'ont pas de nourriture. Donc, j'envoie ce message d'amour et de nourriture pranique, et ça m'apaise, et je peux lâcher là, à ce moment-là, ce besoin de nourriture. Donc ça a été plein de moments comme ça, où j'ai repris aussi la nourriture solide, suite à des événements concrets, et où j'ai repris cette nourriture pranique, parce que ça s'est imposé dans mon corps, ou parce que je l'ai choisi. Et puis à un moment donné, c'était au moment du Covid, donc il y avait beaucoup de demandes, et Alice m'a dit, mais allez-y, vous les thérapeutes, accompagnez. Et j'ai accompagné pendant 2 ans et demi, il y avait à chaque fois 12 personnes. Après ça s'est un peu tassé, 12 personnes par mois. Ça s'est un peu tassé parce que les gens m'ont dit, bon maintenant qu'on peut manger, hein, au moins on peut le faire, donc on est tranquille, voilà, on fait ça. Enfin qu'on peut manger, c'est un plaisir, voilà, donc on y va. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'espère que j'ai répondu à ta question, qui avait l'air d'avoir plusieurs plans. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vois. Oui. Tu nous dis que parfois tu sens qu'il y a
blessures ou des choses qui appartiennent aux autres et qui viennent de toi, Oui. et que c'est pas les tiennes. Et moi, ma question, c'est comment toi tu fais pour savoir, à ce moment-là, ces blessures qui viennent des autres, comment tu identifies qu'elles viennent bien des autres et qu'elles ne t'appartiennent pas, et que elles sont pas en toi aussi, et que c'est pas les tiennes. Comment tu arrives à faire la distinction? Question intéressante. En fait, même si elles sont en soi, en moi, elles ne m'appartiennent pas quand même. En tant qu'être de lumière et d'amour, ça ne m'appartient pas là. Il faut savoir que 98% de nos pensées et de nos émotions ne nous appartiennent pas. C'est quelque chose que l'on a accueilli par nos blessures, par nos situations, mais c'est pas parce que ça m'appartient, c'est pas parce que je les ai vécues un jour que ça m'appartient, c'est toujours là, mais... Donc chaque fois que ça arrive, on peut dire, allez, retour à l'envoyeur avec conscience attachée, je ne garde pas ça. Parce que je ne suis pas propriétaire de ça. Ça me traverse, mais ça ne m'appartient pas. Tout ce que l'on vit à 99% ne nous appartient pas. Est-ce que ça me rend heureux? Est-ce que ça me rend malheureux? Si ça me rend malheureux, non. L'être de lumière et d'amour que je suis là n'a pas besoin de ça et ça ne lui appartient pas. Et nos pensées, nos blessures viennent de nos pensées aussi. Actuellement, nous entretenons nos blessures par nos pensées. Parce que nos blessures nous ont fait prendre des décisions. Nicolas en parlait hier par rapport à ton histoire personnelle. À un moment donné, tu n'as pas dit pensée et décision, tu as utilisé un autre mot, mais ça veut dire la même chose. Au moment de ce qui se passait dans ton enfance, tu as pris une décision. Et bien on fait ça face à des événements. Par exemple, quand je suis revenue de Berlin, ma mère était enceinte jusqu'aux yeux, prête à accoucher en France, elle va faire les papiers, le train repart sans elle. Moi j'ai 2 ans, je me rappelle de ça, parce que mon frère est né 2 ans après moi, donc je me rappelle, dans le train, je suis toute seule avec des étrangers, je me mets à pleurer et je me dis, à un moment donné, je ne reverrai pas ma mère. Je suis abandonnée. Et je me souviens de m'être dit, je m'en sortirai toute seule et je peux compter que sur moi. Et bien ça, c'est une décision qui est à la fois intéressante, que j'ai retrouvée quand j'ai eu le cancer, parce que je me suis dit, ah ouais, j'ai des forces en moi. Et en même temps, ben, je ne demande pas d'aide. Parce qu'il n'y a que moi qui peux m'apporter de l'aide. Donc j'ai éliminé toutes les aides pendant très longtemps. Donc manque d'humilité, etc., etc. Donc nos pensées qu'on a choisies à un moment donné, allons les revoir. Nos croyances par rapport à la nourriture, puisque nous sommes ici pour le prana, bien évidemment. Tout ce qu'on nous a enseigné par rapport à la nourriture, qu'il faut absolument se nourrir de solide pour être en forme et en bonne santé et pas mourir. On expérimente, et j'ai expérimenté quand j'étais dans ce processus, que waouh, c'est comme un jeu de cartes, là, vous savez, toutes les cartes tombent, et on se rend compte qu'il y a plein d'autres croyances qui sont fausses par rapport au corps, par rapport à la sexualité, par rapport à l'amour. Prenez toutes vos croyances et voyez si elles vous rendent joyeux et libre. Bah pas du tout. Eh ben vous les transformez. Il y a juste à les transformer, c'est simple. J'accompagne un monsieur en ce moment là, et quand dans mes accompagnements, il y a des WhatsApp individuels 24 heures sur 24. Donc hier à 11h du soir, il me parle de la mort, etc. Il la veut pas, mais il la souhaite en même temps, enfin bref. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu choisis au niveau de tes croyances? Mourir dans la souffrance, je vais mourir dans la souffrance, et puis je vais mourir demain, et dans la souffrance. Ok, qu'est-ce que tu peux choisir? Et dans mon livre, Oser être soi, il y a à un moment donné un schéma où on peut transformer nos pensées, parce que la pensée, ici, là, elle entraîne une émotion. Si je dis je vais mourir demain, qu'est-ce qui se passe ici? Du désespoir. Qu'est-ce qui se passe au niveau du corps physique? Je souffre. Et on se dit, la maladie, elle continue. Mais non, c'est que je souffre de ma pensée, qui m'amène de la peur, et que ça se contracte. Et qu'est-ce qui se passe au niveau action? Eh bien, au niveau action, je vais attendre la mort, je me mets jusque là à la couette et j'attends de mourir. Si je transforme, je vais dire je suis malade, certes,
Mais je fais en sorte de faire tout ce que je peux pour guérir et j'y crois, j'ai confiance. C'est waouh! Moi, je me suis dit ça à un moment donné. Je me suis dit, je vais vivre quelque chose de grand dans cette maladie. Bon, c'est une pensée qui m'a traversée que j'avais pas forcément choisie. Mais j'ai dit, ah ouais, quand même? Mais de choisir cette pensée, je vais vivre quelque chose de grand, où je vais apprendre quelque chose, bah ici, qu'est-ce que ça mène? De la paix, de la joie. Au niveau du corps, c'est expansif. Et au niveau de l'action, je passe à l'action pour ce que j'ai besoin pour guérir, par exemple. Ça répond à ta question? Non. Alors redis-moi, si ça répond pas. Tu disais que ça nous appartient pas. Oui, c'est ça. En fait, Comment savoir si ça appartient? Ouais, c'est ça, parce que tu dis 98% ne nous appartiennent pas et 2% nous appartiennent. Donc, quelle est la frontière? Comment tu identifies que tu es dans les 2% et que tu es dans les 98% en fait? On s'en fout. On s'en fout que ça t'appartienne ou ça t'appartienne pas. De toute façon, tu es le chauffeur de ton véhicule. Que ça t'appartienne ou pas, tu fais le job. Tu trouves quelqu'un qui va t'aider à identifier ta blessure pour qu'il y ait un miroir, pour que tu n'aies pas d'angle mort. Et même si ça t'appartient, mais tu peux transformer ça, tu peux lâcher ça. Ça te tient, ouais, ça t'appartient. Ok. Tu vois que ça te rend malheureux à en crever. Ah, tu lâches. Mais il y a des outils pour ça, pour apprendre à lâcher. Tu vois, là, je pouvais pas te parler comme ça il y a 20 ans. L'émotionnel, j'aurais pas pu, je me serais cachée. Enfin bref, tu vois, parce que mes blessures qui m'appartenaient pas, étaient là. Mais, boah, immense. Là, je peux parler devant 1000 personnes, pose aucun souci. J'ai déposé ce qui m'appartenait et ce qui m'appartient pas. Donc, c'est pas la peine que tu cherches si ça t'appartient ou pas. On s'en fout. Une autre question? Yes. Une question basique, en fait. Quand on parle des récepteurs praniques, est-ce que ça appartient, c'est relié au système des chakras et des méridiens ou c'est complètement autre chose? Alors, je dirais que c'est vraiment quelque chose qui est de manière subtile à l'intérieur de soi et qui fait partie de notre être. Alors, je pourrais pas te dire si ça appartient au chakra. Je pourrais pas te dire ça. Je dirais non. C'est plus quelque chose de subtil qui fait partie de notre histoire, qui fait partie de notre constitution intérieure, mais je pourrais pas te dire... en tout cas, ça fait pour moi pas partie des chakras. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, ça peut se mettre en connexion avec d'autres personnes. À un moment donné, j'ai traversé un festival alors que j'étais pranique. J'en parle à une personne qui tient un stand. Elle me dit, oh, mais moi, j'ai jamais fait de jeûne non plus parce que je peux pas tenir plus de 2 heures. Ok. Le lendemain matin, je passe la voir. Je dis, vous allez bien ou tu vas bien? Il était midi. Oh, elle me dit, mais depuis qu'on s'est parlé, j'ai pas mangé du tout et j'ai pas faim là. Il est midi, c'est pas faim. C'était ça. Ça avait joué dans la subtilité de l'être. Une autre question? C'est bon? Cool. Eh bien, je vous souhaite une belle journée. Merci pour votre attention. Merci pour votre présence, vos regards et votre cheminement. Merci. Merci beaucoup. Ça me met beaucoup de joie de vous voir aussi nombreux.